Espace TV, le 22h. Très ravi de vous savoir avec nous. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information, les titres du journal. Les centrales syndicales CNTG, USTG à la table des négociations tripartites acceptent que le carburant soit vendu à 10 000 francs guinéens, mais exigent une augmentation des salaires à 10 millions de francs pour les fonctionnaires à tous les niveaux. Réaction de quelques fonctionnaires et citoyens dans ce journal. La première session du Conseil national des statistiques a été officiellement lancée ce vendredi. Les membres de cette session ont la responsabilité de rendre effective la concertation entre producteurs et utilisateurs des statistiques officielles. En interactualité au Mali, Soumaïla Cissé ira bel et bien au second tour de la présidentielle fixée au 12 août prochain. Le candidat de l'URD l'a annoncé ce vendredi à Bamako. Il s'engage, s'il est élu, à une réforme totale du système de gouvernance électorale malien pour la transparence des futures élections dans le pays. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Les représentants des centrales CNTG, USTG à la table des négociations tripartites acceptent que le carburant soit vendu à 10 000 francs guinéens, mais pour les mesures d'accompagnement, ils exigent une augmentation des salaires à 10 millions de francs pour les fonctionnaires à tous les niveaux. Comment réagissent les fonctionnaires et les citoyens? Réponse dans ce reportage de Marianne Fodé Camara et Djibril Kaba Camara. Après un mois de lutte contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe, l'intercentrale syndicale CNTG-USTG accepte de négocier autour des mesures d'accompagnement. Ils acceptent surtout que le carburant soit vendu à 10 000 francs guinéens, mais avec une seule condition, l'augmentation des salaires des fonctionnaires du public, privé et du secteur mixte. Cette annonce des syndicalistes qui ont presque perdu la confiance des travailleurs n'est que peine perdue, souligne le président de la CONASOC. Quand on demande 10 millions, mais qu'il faut ajouter sur les salaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 3 millions, on ajoute 10 millions, j'aurai 13 millions. C'est vrai, lorsqu'on va en négociation, on met la barre très haut. Mais il faut être réaliste. Quand tu n'es pas réaliste, ça tourne beaucoup au ridicule. Donc je crois qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous sommes en train de perdre la confiance, effectivement, de la population. Certains fonctionnaires, puisqu'il s'agit d'eux, pensent que cette annonce n'est qu'un rêve. 10 millions comme salaire des fonctionnaires de tous les secteurs, que ce soit du privé ou du public, franchement, c'est une chose, c'est un rêve qui ne sera jamais réalisé. Si le prix était à 8 000 francs, toute la population allait bénéficier par rapport à cela. Mais payer un fonctionnaire à 10 millions, c'est un deal. Cette question est également sur les lèvres des citoyens qui trouvent exagérée la demande des syndicats. Je pense que c'est une aberration. Même si on n'aime pas ce gouvernement, je pense qu'il ne faut même pas imaginer, même dans un rêve, il ne peut pas payer les 10 millions à un travailleur ici. Parce qu'on connaît après tout, c'est notre pays, on a tous envie que ça aille. Mais disons ce qui est possible, l'impossible ne tente même pas. Certains citoyens ne cachent plus leur indignation à l'égard des syndicats. La grève déclenchée juillet dernier, mais peu suivie, leur a fait perdre du temps. Ouverture ce vendredi du Conseil syndical national du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Les 33 préfectures sont représentées. Ce conseil qui prend fin demain s'inscrit dans un contexte de mutation au sein du mouvement social guinéen avec la présence des secrétaires généraux de la FESABAG, de l'USTG et de l'ONSLG. On fait le point avec Makiso et Lamine Silla. Ce conseil syndical national a pour but de donner une nouvelle dynamique au SLEG après avoir rompu avec l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG. Un nettoyage systématique de nos textes juridiques. Donc il y a lieu aussi, n'est-ce pas, autour de ce conseil, de prendre certaines décisions par rapport à l'évolution de nos combats. Dans la salle qui abrite le conseil, plusieurs invités sont à table devant un parterre de représentants du SLEG venu des 33 préfectures de la Guinée. Abdourahmane Sano de la PQD dépeint le contexte de mutation dans lequel se trouve le mouvement social guinéen. Très malheureusement, nous voyons aujourd'hui l'issue de ce combat qui peine à se faire jour ou à se faire de la marque
à cause de la désunion dans le mouvement syndical. Le nouvel espoir, qui repose en partie et notamment sur le secrétaire général Abakar Souma et sur le secrétaire général Abdoulaye Sow, devrait comprendre que sans l'unité, vous serez chacun exposé. Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'une nouvelle centrale syndicale? La question n'est pas à l'ordre du jour, selon le secrétaire général de la FESABAG. La situation commande à ce que nous réfléchissions sur l'avenir du syndicalisme en Guinée. Que les gens le veuillent ou pas, le paysage syndical va changer. C'est le moment du changement qui est arrivé et cela va se faire contre le gré des gens. Le Conseil syndical national du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, prend fin ce samedi avec de nouveaux textes juridiques et autres perspectives avant l'ouverture prochaine des classes. La première session du Conseil national des statistiques a été officiellement lancée ce vendredi. Les membres de cette session ont la responsabilité de rendre effective, entre autres, la concertation entre producteurs et utilisateurs des statistiques officielles pour élaborer périodiquement une stratégie nationale de développement de la statistique. Djibril Ba, Ibrahima Souri, Souma, signe ce reportage. Ce n'est qu'en août 2015 qu'un décret instituant le Conseil national de la statistique a été effectif. Cela part d'un constat des autorités guinéennes sur les difficultés à collecter et à fédérer les données statistiques dans l'administration publique. Bien avant, quelques lois faisant office du Conseil national de la statistique ont été élaborées, et tout cela pour rendre opérationnel le système statistique guinéen. Dans la phase de progrès en termes d'élaboration de statistiques fiables, et que par ailleurs nous avons constaté le retard qu'on a par rapport aux autres pays, surtout des pays de la sous-région. Donc c'est un vide qu'il faut combler. Déjà une étape est franchie, mais le Premier ministre guinéen, qui est le président du Conseil national de la statistique, sait qu'il y a encore du chemin à parcourir. Je dois souligner que les faiblesses sont nombreuses et persistantes, parmi lesquelles l'absence de planification et de suivi des opérations statistiques, la non-mise en place du Fonds de développement de la statistique. Actuellement, la 5e enquête démographique de santé et l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages sont en train d'être menées sur le terrain, a fait savoir le directeur général de l'Institut national de la statistique. Pour lui, toutes ces initiatives ne seront possibles que quand tout le système statistique est fonctionnel. Ces enquêtes, dit-il, permettront de calculer de nombreux indicateurs utiles pour le suivi du PNDS. Ce conseil a pour la première session de ce conseil a uniquement pour but de valider le document de stratégie, le document de développement de la statistique en Guinée. Les travaux de la première session du Conseil national de la statistique devront aboutir à des recommandations précédées par un débat avec les secrétaires généraux des départements ministériels et d'autres acteurs de la vie de la nation. Dédicace ce vendredi d'un livre en écriture Nko au Palais du Peuple à Conakry. Son auteur Mamadou Camara traite de la mortalité infantile composé de 27 chapitres et de 168 pages. Ce livre aborde dans son premier chapitre ce que le couple doit faire avant la grossesse et dans le second ce que la femme doit faire avant la grossesse. Elisabeth Bongono à Luba. La mortalité infantile est élevée en Guinée. Plus de 50 décès pour 1000 par an, selon les dernières statistiques de l'UNICEF. Plusieurs luttes sont engagées contre les causes, sauf que très souvent, les messages ne sont pas perçus à tous les niveaux. Dans son livre écrit en Nko, Mamadou Camara, thérapeute, veut aider les communautés à réduire les décès d'enfants. Je suis pensé pour la lutte contre les maladies infantiles dans notre pays parce que je vois que chaque année on enregistre beaucoup d'enfants qui meurent pendant l'accouchement ou bien les femmes même meurent pendant l'accouchement. Donc c'est à travers de ça j'ai vu maintenant que auparavant on luttait contre ça dans les milieux mandingues. Donc pourquoi on ne peut pas le pratiquer actuellement là? Certes,
La mortalité infantile a baissé grâce à l'évolution de la science. Mais qu'à cela ne tienne, il reste encore beaucoup de choses à faire. Malgré les prouesses qui ont été exécutées, que la Guinée a connues depuis 30 ans, dans les séries de vaccination des enfants, dans les séries d'activités pré- et post-natales, alors il reste encore beaucoup de choses à faire. La valorisation de l'écriture co et la baisse des maladies infantiles sont des soucis majeurs de l'écrivain. Rien qu'un décor aride et des murs fissurés, hier soir, un incendie a eu lieu à Fossidé dans la commune de Ratoma. Une maison d'habitation à moitié calcinée, un court-circuit dénonce les victimes. L'incendie n'a fait aucun blessé, mais les flammes n'ont laissé aucun répit. Mamadou Saluba, Yacouba Traoré. Le premier appartement est intact, aucun dégât. Mais le second témoigne de l'agressivité des flammes. À l'entrée du bâtiment, sur les escaliers, les images ne laissent aucun doute. Ici, c'était le salon, la chambre de la victime, celle des enfants, la toilette, la cuisine. Aucun blessé, mais rien n'est sorti. Rien, même une aiguille n'est pas sortie. L'incendie s'est déclenché hier soir, peu avant 22 h. Des enfants regardaient tranquillement la télé. Ils ont été secourus par les voisins, mais pas plus. Dans la maison, pas de réchaud, pas de thermoplongeur selon la victime. Seulement un compteur post-payé a été installé quelques jours avant. La victime parle d'un court-circuit. Elle a pris la nouvelle au téléphone. Il y a eu un bruit dans ma chambre. Et il y a eu un court-circuit dans le plafond. Le plafond a pris feu. Dans cet incendie, les sapeurs-pompiers ont été sollicités. Mais comme toujours, ils sont venus en retard. Ils n'avaient pas aussi suffisamment d'eau. On a appelé les sapeurs-pompiers. Mais le premier groupe qui est venu là, je ne sais pas si c'est une société qui s'occupe de ça. Ils sont venus, leur camion n'était pas, il n'y avait pas d'eau. Ils sont venus et puis il n'y avait pas de pression. Ils n'ont pas pu éteindre. Maintenant, on a vu l'arrivée de la deuxième équipe de sapeurs-pompiers. Mais ils étaient venus, c'était trop tard puisque toute la maison était en flammes. Néanmoins, les flammes n'ont pas atteint l'autre appartement. Mais dans l'opération de secours, des biens sont disparus. Les jeux de hasard sont devenus le quotidien de bon nombre de citoyens dans la capitale Conakry. Jeunes adolescents et adultes se livrent à la pratique. Ils expliquent leur choix, pour certains, par un manque de travail. Reportage Justin Leno, Tierno Sadouba. Alpha Oumar Diallo, la trentaine, devant un kiosque de Guinée Games ce matin. Dans sa main, une fiche sur laquelle sont mentionnés des numéros. Ici, il procède à une combinaison dans l'espoir de se retrouver parmi les gagnants du jour. Ces jeux devraient lui rapporter de l'argent. Actuellement, à Conakry, c'est très difficile. Donc, tout le monde, pour inciter de jouer et pas de boulot pour les jeunes. Des fois, je peux faire une semaine, 2 semaines, je n'ai rien à voir. La loterie occupe bon nombre de jeunes au chômage, mais pas seulement. Certains salariés des secteurs publics et privés y trouvent une seconde source de revenus. La raison est bien simple. Je suis fonctionnaire, d'accord, je prends mon salaire, mais ça ne veut pas dire que je dois prendre tout mon salaire à investir. Je programme mon salaire. J'ai ma famille, j'ai des dépenses, j'ai des dépenses qui sont les priorités. Quand toutes les dépenses là sont dégagées, le peu qui me reste, je tente ma chance. Le salaire, c'est un plus. Le salaire, bon, c'est un acquis déjà. Mais si je gagne un plus, c'est bon. Le salaire, c'est un acquis. Il faut que je tente. Et éventuellement, si j'ai plus que ça, ça me permettra de bouger certains trous. En attendant que l'État crée des conditions d'emploi, ces jeunes font plusieurs choix pour joindre les deux bouts.
Le ballet africain de Guinée et les producteurs Tidiane World Music Production viennent de signer un contrat de management, de gestion, de production et de commercialisation. Ce contrat s'étend sur 5 ans renouvelable. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Compte rendu Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. La signature de ce contrat intervient au 70e anniversaire de la création des ballets africains de Guinée. Ce contrat de 5 ans renouvelable comporte 5 chapitres et 35 articles. Le PDG des productions Tidiane World Music a, à cette occasion, interpellé le département sur la nécessité d'aider les artistes à avoir des visas long séjour. Cela permettrait d'éviter la fuite de certains artistes. L'appui financier pour la création de nouveaux numéros des produits de la chaîne promotionnelle pour la visibilité des ballets dans le monde, où ce contrat demande clairement l'appui de notre gouvernement à travers le département de la culture pour ce départ. La mobilisation des sponsors et partenaires à travers un appui administratif du département compte tenu de la grande valeur culturelle des très célèbres ballets africains de Guinée. Le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique invite la nouvelle génération des ballets africains à emboîter le pas des aînés. Il a ensuite répondu à la sollicitation de Tidiane Souma. Ça, nous prenons bonne note et nous allons nous battre pour que ces artistes qui iront dans le groupe, pour qu'ils puissent aller et revenir. Parce que dès que tu as un visa de 1 mois, si tu sais que tu retournes chez toi, après tu n'auras pas, le visa ne sera pas renouvelé, tu vas faire le choix de rester. Le directeur des ballets africains de Guinée s'est réjoui de la signature de ces contrats. Il promet d'œuvrer pour que son groupe retrouve sa place d'antan sur le plan national et international. En interactualité, au Mali, Soumaïla Cissé ira bel et bien au second tour de la présidentielle fixée au 12 août. Le candidat de l'URD l'a annoncé ce vendredi devant quelques soutiens et les militants à son siège à Bamako. Il s'engage, s'il est élu, à une réforme totale du système de gouvernance électorale malien pour la transparence des futures élections dans le pays. C'est un récit de nos envoyés spéciaux depuis Bamako. Suivez. Pour assurer le projet de l'alternance, reconstruire le tissu social du Mali et rebâtir l'État sur des bases justes et solides, Soumaïla Cissé se donne 5 ans pour cet objectif. Mais pour réussir ce pari, il compte sur une mobilisation massive des Maliens pour soutenir sa candidature pour le second tour auquel il va participer. J'ai décidé, en tant que républicain et démocrate, d'aller au second tour de l'élection présidentielle ce dimanche prochain. Ce faisant, je fonde l'espoir sur le fait que, contrairement à une propagande orchestrée avec perversité, vous avez encore et plus que jamais entre vos mains toutes les clés de notre avenir commun. Dans le camp de Soumaïla, le fait de contraindre le président Ibeka à un second tour est une première victoire. Le 12 août prochain est une nouvelle élection avec les compteurs remis à zéro puisque selon eux, plus de 4,5 millions de Maliens n'ont pas pu voter et 2 millions ayant voté contre Ibeka doivent être récupérés. Le candidat de l'URD a donc pris des engagements. Je vous engage toutes et tous à vous mobiliser ce dimanche prochain pour assurer une victoire éclatante au projet de l'alternance que j'incarne désormais en votre nom. C'est le lieu de remercier tous les candidats et tous les partis politiques, les associations et les clubs de soutien qui ont fait le choix de me soutenir dans ce noble combat. Et c'est justement autour de ces valeurs que Choguel Kokala Maïga a décidé de soutenir la candidature de Soumaïla Cissé pour le second tour. Pour lui, le combat de tous les hommes politiques maliens est de doter le Mali d'un système électoral fiable. C'est une nouvelle offre politique qui est faite à tous ceux qui ont été victimes de la fraude. Et tous les candidats en ont été victimes. Tous les Maliens en ont été victimes. Je suis donc là pour le soutenir, pour devenir président de la République du Mali et réaliser le changement dans le système électoral malien. D'autres soutiens, comme le général Sinko Koulibaly, Muntagatal et Draman Dembélé,
Ils sont tous issus du collectif des candidats à l'élection présidentielle malienne, obtenant chacun entre 0 et 1% des voix lors du premier tour. Ils annoncent d'ailleurs pour ce samedi une marche de protestation contre ce qu'ils qualifient de mascarade électorale dans le pays. Et nous restons toujours à Bamako. La presse malienne a organisé ce vendredi un sitting devant la primature. Elle proteste contre la fermeture de la radio Renouveau FM par le gouverneur du district de Bamako qui justifie la décision par la sauvegarde de la quiétude sociale et la paix dans sa juridiction. Le ministre de la Communication a promis aux manifestants de saisir la HAC pour rétablir ce média dans ses droits. Idrissa Bari. Banderoles à main sur lesquelles on peut lire « Laissez-nous travailler ». C'est de cette façon les hommes des médias du Mali ont protesté contre la fermeture de la radio Renouveau FM par décision du gouverneur du district de Bamako depuis le 31 juillet dernier. Les journalistes, par ce sit-in devant la primature, expriment leur désapprobation face à cette décision qu'ils jugent illégale. Nous ne manifestons pas parce que nous voulons soutenir un animateur, mais c'est la manière dont le gouverneur du district a fermé la radio qui n'est pas la bonne manière. On n'est pas contre l'application de la loi qui est claire. Quand une émission est incriminée, l'émission, ce n'est pas la première fois que cette émission va devant la justice et elle a toujours gagné. Ce n'est pas une radio qu'on doit fermer pour ça. Nous demandons à travailler. C'est le slogan. Nous demandons à travailler parce que la loi est claire. Il ne faut pas que l'administration elle-même, l'autorité elle-même viole la loi. Dans cette manifestation, il n'y a pas que des journalistes. Les auditeurs, principales victimes de cette décision, y compris des activistes de défense des droits de l'homme aussi, ont tenu à témoigner leur solidarité à la radio Renouveau FM. Et la presse est donc à l'avant-première de la défense des droits humains. Sans la presse, il n'y a pas de défense des droits humains. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous formulons, c'est à travers la presse que c'est véhiculé. Donc cette presse, si elle n'est pas libre, nous-mêmes nous ne pouvons pas travailler. Donc votre slogan, laissez-nous travailler, c'est un slogan commun que nous allons entonner. Les membres du comité de crise mis en place ont été reçus par le ministre de la Communication. Au terme de leur échange, le chef du 10 départements a promis de rencontrer le Premier ministre pour porter leurs revendications. Ne vous inquiétez pas, nous sommes sur la très bonne piste. La radio là va être ouverte. Ensuite, nous devons voir l'autorité qu'on appelle la HAC, qui a reçu une lettre administrative pour siéger sur le problème, pour prendre une décision aussi de réouverture ou pas sur le problème de la fermeture. La HAC aussi est en train de faire son travail en collaboration avec nous, avec le ministre de la Communication. La haute autorité de la communication a été saisie pour statuer sur la réouverture de cet organe de presse. Et toujours en interactualité cette année, la perspective du Brexit met en difficulté certains secteurs de l'industrie britannique particulièrement dépendants des travailleurs saisonniers venus des pays de l'Est, à commencer par l'exploitation agricole et l'hôtellerie-restauration. Suivez. Dans la campagne ensoleillée du Kent, dans le sud de l'Angleterre, la récolte des fraises bat son plein. Mais cette année, certains fruits pourraient bien ne pas être ramassés à temps, faute de main-d'œuvre. L'an dernier, il y avait encore 4 ou 5 candidats pour un poste. Cette année, on est obligé de leur courir après. Donc il est clair que le marché du travail est en train de se resserrer. La plupart des producteurs de fruits rouges éprouvent des difficultés à recruter les quelques 30 000 saisonniers dont ils ont besoin, originaires à 95% d'Europe de l'Est. Si la baisse du chômage en Bulgarie et en Roumanie explique en partie le manque de candidats, le Brexit a largement amplifié le phénomène. En plus de l'incertitude liée à la situation dans le pays, la baisse de la livre sterling rend les salaires moins attractifs. Et les travailleurs étrangers craignent également d'être la cible d'agressions xénophobes. Si le Brexit a vraiment lieu, la plupart des Roumains qui sont ici, en Angleterre, iront dans d'autres pays, ou alors ils resteront en Roumanie pour lancer leur propre entreprise. Même constat dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Les années précédentes, ce restaurateur londonien n'avait aucun mal à embaucher serveurs et commis de cuisine. Aujourd'hui, le recrutement est devenu un vrai casse-tête. Je suis dans le métier depuis très longtemps et de ce que j'ai vu ces 6-8 derniers mois, j'ai très peur pour cette industrie.
Travailler dans le secteur de l'hôtellerie-restauration est de plus en plus difficile parce qu'on ne trouve plus assez de gens qui sont formés et qui restent dans la durée. Si la pénurie de main-d'œuvre devait se poursuivre, certains secteurs de l'industrie britannique se retrouveraient en difficulté. Les producteurs agricoles demandent désormais que le gouvernement ouvre les portes aux travailleurs saisonniers venant de pays hors de l'Union européenne, comme c'est déjà le cas en Irlande et en Espagne. Le sud de la France a été touché par de violents orages. Dans le Gard, les pompiers interviennent en camping de Saint-Julien-de-Pérola où de nombreuses tentes et installations ont été totalement détruites en raison de violents orages. Un Allemand de 70 ans est porté disparu. Suivez. Un disparu dans les violents orages du sud-est de la France. L'Ardèche, le Gard ou encore la Drôme ont subi de fortes précipitations. Dans le Gard, les pompiers sont intervenus dans les campings fortement touchés. Donc la première chose, c'est que j'ai mis en place le dispositif pour faire une reconnaissance rapide, pour identifier là où étaient les personnes accrochées à des arbres. Donc il y avait des adultes et surtout des enfants. Alors quand on les a pris, ils étaient en hypothermie premièrement. Deuxièmement, ils étaient en état de choc bien sûr, parce que bon, quand on subit une situation comme celle-là, c'est pas agréable. Et elles étaient surtout apeurées, parce que bon, quand on est entouré par les eaux et quand on est en hypothermie, qu'on tremble, et que ils étaient presque à se noyer, quoi. Dans le camping, un Allemand de 70 ans qui encadrait des colonies d'enfants allemands est porté disparu. 267 pompiers ont été déployés. 160 personnes ont été mises à l'abri. Les incendies continuent de faire rage en Californie. Ici, le Mendocino complexe, le plus grand feu qu'ait connu l'État, est en train d'être circonscrit. Celui baptisé Holy Fire continue de mobiliser 600 pompiers dans le Cleveland Forest, à 130 km au sud-est de Los Angeles, et a ravagé plus de 4000 hectares. Suivez. La Californie est toujours en proie aux flammes. L'incendie car qui continue de faire des dégâts depuis le 23 juillet a fait une 8e victime, un pompier. Pendant ce temps, le Holy Fire se rapproche dangereusement des habitations. The police told us just a few minutes ago that it's time to leave. Yesterday was mandatory evacuations. I left for the night and came back up, and in a matter of probably an hour, they're driving around with their sirens on and forcing the residents to leave. So. Actuellement, 600 agents de la protection civile combattent farouchement les flammes qui ne cessent de grandir. There are a lot of resources available nationwide, but we're in competition with a number of fires up and down the state and also nationally. But as those fires wind down and they release firefighting resources, we're able to get them here. Et c'est un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Espace TV.